Est-ce qu'il y a encore de l'argent à se faire en Grèce avec des stratégies value? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence avec les paramètres du screener value grec. Donc on se met sur les cotations principales d'entreprises grecques qui se négocient en Grèce. On prend toutes les industries sauf automobile, équipementier auto, banque, assurance, immobilier. Ça nous laisse quand même 58 industries, ce qui est pas mal. En termes quantitatifs, on va prendre 100 millions d'euros, 7% de rendement des capitaux investis pour avoir une bonne qualité, 9 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA. Là, ça nous dit quelque chose, c'est que le marché grec commence à être cher. Si je mets 7 fois, ce que je mets d'habitude sur les autres pays, j'ai plus de dossiers. Donc, ça commence à monter quand même la Grèce. On met 3 fois les EBITDA en net pour avoir les dossiers qui ne sont pas trop fragiles. On y va tout de suite. Je vous enlève le prix qui n'a pas d'intérêt ici. Hop, voilà. Donc les colonnes de ce screener. Symbole de cotation boursière, nom d'entreprise, industrie, market cap, croissance du chiffre d'affaires, valorisation en flux, donc valeur d'entreprise sur EBITDA, ratio coût-bénéfice, ratio coût free cash flow, rendement des capitaux investis, rentabilité plutôt opérationnelle, le levier en termes de dette nette sur EBITDA, le rendement du dividende, le rendement d'actionnaire qui nous permet de voir s'il y a de la dilution ou des rachats d'actions potentiels, il faut vérifier d'où sortent ces actions, free cash flow par rapport au bénéfice net et payout ratio pour vérifier que le dividende est soutenable. Alors, première entreprise de la liste, elle est aussi dans le top 10 grec, c'est OPAP, Organization of Football Pronostics. Donc, c'est la FTJ grecque, on va dire. On est sur, attention, une activité qui est régulée, donc moi je ne touche pas à ce genre d'activité. Je ne pense pas qu'il y a l'État grec qui soit encore au capital, puisqu'elle a été privatisée pendant la crise grecque, cette entreprise. On est sur 8 milliards de dollars de market cap, 22% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Très forte croissance. D'où ça vient? Il faut regarder. Est-ce qu'ils ont fait une acquisition sur les 5 dernières années? Peut-être. Parce qu'en organique, sur les paris, on va dire les jeux d'argent, il n'y a pas 22% de croissance. Ça fait la croissance de l'économie, c'est tout. Donc, il faut aller regarder d'où ça vient cette croissance. 9 fois la VE sur EBITDA, donc ça commence à être un peu cher payé. Donc, allez, moi, je vous rappelle mon échelle. En dessous de 7, c'est value. Entre 7 et 12, c'est raisonnable. Au-dessus de 12, ça commence à être cher. En Europe, il faut adapter l'échelle évidemment aux États-Unis où tout se paye plus cher. En ratio coût-bénéfice, on est raisonnable, 15. Et en ratio coût free cash flow, c'est pas très cher, 10. On va plutôt regarder les free cash flow par rapport au bénéfice net sur cette entreprise, puisqu'elle n'a pas besoin de réinjecter beaucoup de l'utilité pour financer la croissance, vu qu'il n'y a pas beaucoup de croissance organique. Et c'est surtout une activité à BFR négative. Donc voilà, on va plutôt dégager structurellement des free cash flow, et c'est pas cher payé en termes de free cash flow. 40% de rendement des capitaux investis, et c'est énorme comme rentabilité, mais on n'a pas besoin de capital pour ce genre d'activité. C'est un monopole en plus, donc sans trop de difficultés, on arrive à une rentabilité aussi énorme. On est cash net sur le dossier, c'est normal, quand on a une telle rentabilité, pourquoi est-ce qu'on a besoin de s'endetter? Sauf pour faire des acquisitions de temps en temps. 7% de rendement dividende. Donc, très intéressant à ce niveau. 8% de rendement d'actionnaire. Est-ce que les actions rachetées sont annulées? Il faut aller vérifier ça. Cette métrique là, c'est en brut, c'est-à-dire on enlève de la circulation des actions. Après, elles sont dans l'autocontrôle. Mais est-ce qu'on annule les actions qui sont dans l'autocontrôle? Ça, il faut regarder ce qui a été voté en assemblée générale, et il faut regarder les rapports financiers pour savoir de quoi il en retourne. Payout ratio à 88%. Avec des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. En réalité, on est plutôt à 60% en termes de free cash flow. C'est soutenable à ce niveau, le dividende. Maintenant, il va peut-être pas forcément augmenter beaucoup plus, mais ça reste soutenable. Donc, si vous pouvez investir dans des marchés régulés, ce qui n'est pas mon cas, cette entreprise est intéressante. Maintenant, elle n'est pas si bon marché que ça, mais le dividende est quand même intéressant. Donc, ça peut être un dossier dividende plus que value, en tout cas. Ensuite, on est sur Hellenic Telecommunications. Également dans le top 10 grec, donc on est sur l'opérateur télécom numéro 1 en Grèce, 7,4 milliards de market cap, 2,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc il n'y a pas de croissance, c'est normal, les télécoms, ça bouge plus trop en Europe. Marché ultra consolidé, 6 fois la VE sur EBITDA, donc ça se paye pas cher. 14 en PE, 14,5 en price to free cash flow. Alors, le price earning, c'est pas très important sur les opérateurs télécoms. Il vaut mieux regarder maintenant les free cash flow, vu que ce sont des boîtes matures qui dégagent structurellement du free cash flow. Mais là, je pense qu'ils ont eu une dépense en capital assez élevée. Il faut regarder, bien sûr, qui fait que les free cash flow ne sont pas plus élevés que le bénéfice net. Mais structurellement, c'est le cas. Donc, peut-être que, temporairement, sur les 12 derniers mois, ils ont fait une grosse dépense en capital. C'est pas très grave. En termes de VE sur EBITDA, en tout cas, ça ne paye pas du tout cher. 16,7%, allez, 17% de rendement des capitaux investis. C'est très, très bon pour un opérateur télécom qui est intensif en capital. Donc, ça, c'est pas mal. 0,4 fois les EBITDA en net. On n'est quasiment pas sur ce dossier, alors que les opérateurs télécoms en Europe, ils ont tous 2,5, 3 fois les EBITDA en net. Hellenic Telecommunications, c'est pas le cas, donc très bien. 4,6% en rendement du dividende, c'est intéressant à ce niveau. 6,6% en rendement d'actionnaire, des actions qui sont rachetées.
j'ai l'impression, j'ai l'intuition qu'ils en annulent une partie en tout cas, parce qu'ils en rachètent beaucoup quand même. Quand on regarde ce rendement de l'actionnaire par rapport au rendement du dividende, donc à vérifier. Payout ratio à 60%, soutenable. Il est à peu près équivalent bénéfice net. Bon, voilà, très bien. Dossier à la fois value et à la fois rentier. C'est pas mal pour un rentier parce que c'est très peu volatile, hein, les télécoms. Donc, et, pourquoi pas, ça peut être intéressant à regarder. Avant de continuer, si jamais vous cherchez un portefeuille d'investissement passif et performant, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo. On continue avec Elvalcor, Hellenic, Copper and Aluminium. Donc eux, ils font de l'extraction de cuivre et d'aluminium. Donc ce sont des mines. On est sur 1 milliard de dollars de market cap. C'est une petite mid cap, 12% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Est-ce qu'il y a de la croissance externe? Ça, alors, il y a eu un haut cycle, enfin il y a eu un boom inflationniste sur les matières premières de 2022 à 2023, ça s'est calmé par la suite. Donc est-ce qu'ils en ont profité? Il faut regarder. Est-ce qu'ils pour la croissance externe? Et voilà, donc d'où vient cette croissance? Est-ce que c'est la croissance en volume? Probablement pas. C'est plutôt la croissance, à mon avis, des prix et de la croissance périmètre, en changement de périmètre, donc acquisition. Cette fois la vidéo sur EBITDA, pas cher, 10, allez, moins 8 en PE, pardon, 10 en price sur cash flow. Voilà, c'est pas très cher hein, ce dossier. On est sur une fois les actifs tangibles, donc voilà, vous avez pas de marge de sécurité à proprement parler, mais vous n'êtes pas surcoté par rapport aux actifs tangibles, donc c'est en soi une très légère marge de sécurité, ce qui est pas mal. 10,5 en rendement des capitaux investis, c'est bien pour une entreprise qui est intensif en capital. 1,7 fois les l'EBITDA en dette nette, on n'est pas trop, on est un peu endetté. On est un peu endetté pour une boîte qui est cyclique. Hein. On a un marché qui est cyclique, tout ce qui est matériaux, matières premières, évidemment, ça dépend des prix des matières premières sur les marchés. Donc, il ne faut pas être trop endetté sur ce genre de business. Ici, bon, ça reste raisonnable, hein, 1,7 fois, c'est raisonnable. 3,4% de rendement du dividende, intéressant à ce niveau, mais c'est neutralisé potentiellement. Il faut voir d'où sortent les actions, parce qu'il y a des actions qui sont mises en circulation. Donc, est-ce que ce sont des nouvelles actions? Auquel cas, ça, c'est la dilution, et ça neutralise un peu le dividende, ce qui est dommage. Free cash flow, allez, un peu plus bas que le bénéfice net, rien de significatif. Ils ont le moyen, en fait, de monter largement ce dividende. Hein. 11,5, c'est pas très généreux en payout ratio. Ils pourraient racheter des actions pour neutraliser ces potentielles actions qui seront mises en circulation, ou en tout cas augmenter le dividende assez lourdement. Hein. Donc, à regarder. C'est intéressant. Cette entreprise est intéressante d'un point de vue quantitatif. Après, d'un point de vue activité, bon, c'est les matières premières, les métaux. Moi, je pense qu'on va vers un cycle un peu plus inflationniste maintenant sur les matières premières, puisque la croissance est en train de repartir. Je ne parle pas de la croissance française, évidemment, mais de la croissance plutôt mondiale. Donc, c'est intéressant, à mon avis, d'un point de vue timing, de s'exposer aux matières premières. Et Valcor présente en plus des petites marges de sécurité qui sont intéressantes. Ensuite, on est sur Quest Holdings. Donc, eux, ils font tout ce qui est pièces détachées pour les PC, etc. Cette boîte est dans le fond, Gay-Lussac Gestion Micro Europe, ou France, d'ailleurs, même France, je pense. Donc, c'est un signe quand même de qualité. Hein. Ils savent ce qu'ils font chez Gay-Lussac, ils sont pas mal. Hein. Donc, eux, ils sont plutôt orientés croissance à prix raisonnable, et c'est tout à fait ce qu'on a ici. Hein. Donc, on est sur allez, presque 1 milliard de dollars de market cap, 17% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Est-ce qu'il y a la croissance externe? Peut-être. En tout cas, la croissance est là, elle est assez forte. 10 en VE sur EBITDA, voilà, ça commence quand même à être un peu cher. Hein. Ça reste raisonnable, mais 10 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est pas donné non plus. On a 18 en PE, 19 en price to free cash flow. Bon, voilà, hein, c'est des multiples raisonnables, mais pas à value du tout. Hein, donc, attention sur ce dossier. On est à 12,2% de rendement des capitaux investis, bonne rentabilité. Je suis pas sûr que ça soit très intensif en capital, quand même, il faut regarder. 0,2 fois les l'EBITDA en dette nette. Donc, on n'a pas de dette au bilan. Très bien. 3,9% de rendement du dividende, c'est intéressant à ce niveau. Peut-être un peu de dilution, donc il est peut-être un peu neutralisé ce dividende avec des actions qui sont mises en circulation, 2,8%. On a un payout ratio à 47%, à peu près équivalence entre les free cash flow et les bénéfices nets. Donc, ce dividende est soutenable pour des amateurs de croissance à prix raisonnable. Pas pour des investisseurs value, à mon avis, hein, c'est un peu cher. Voilà. Et on conclut avec Alubil Aluminium. Alors, 200 millions de dollars de market cap, c'est une boîte qui fait de l'aluminium, hein, donc extraction d'aluminium. 13,5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc une bonne croissance quand même là également. Hein. Je pense que c'est un peu le même topo. On a bénéficié de la période inflationniste, hein, parce que là on est sur 5 ans, hein, donc il faut regarder ce qui s'est passé sur les quelques dernières années. Et je pense que ça va continuer à croître un petit peu quand même, à réaccélérer même les matières premières. Donc cette entreprise devrait en profiter également. On a 8 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est pas très cher. 13 en PE, ça c'est raisonnable. Attention qu'il n'y a pas de free cash flow. Donc là ils ont dû faire une dépense en capital élevée. Est-ce que c'est ponctuel sur les 12 derniers mois ou est-ce que c'est structurel? Dans un cas, il vaudrait mieux être à l'écart.
Si on est sur un rendement, ici, on est sur un rendement des capitaux investis à 10%, donc ce qui est plutôt pas mal pour une activité intensive en capital. Attention, la dette est drop. Presque 3 fois, donc c'est presque à la limite. Et c'est une activité cyclique, donc ça, c'est un peu dangereux. Peut-être qu'il vaudrait mieux patienter sur ce dossier, le mettre de côté et attendre de voir que la dette baisse avant de s'y intéresser plus en profondeur, parce que là, c'est un peu dangereux, à mon avis. Donc voilà pour cette revue. En top, moi, je mettrais Hellenic Telecommunications. Il faudrait vérifier quand même qu'il n'y ait pas l'État au capital, hein, c'est possible. S'il y a l'État au capital, je n'investis pas là-dedans. Et le Valcor, ça m'a l'air intéressant. Ça m'a l'air intéressant quand même. Et Quest Holding, plutôt dans une optique croissance à prix raisonnable. Voilà. Sinon, c'est un peu cher. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.